Bonsoir. À titre de président de EGR, je vous souhaite bienvenue à cette belle soirée. Quel beau privilège avons-nous ce soir de déguster des vins de prestige tout en soutenant cette grande cause du Centre intégré de cancérologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Avec votre soutien, nous allons voir le futur centre de cancérologie prendre forme dans le but d'aider des milliers de patients à vaincre cette maladie. Je vous remercie sincèrement pour votre grande générosité. Profitez de cette belle soirée et bonne dégustation à tous. Bien, bonsoir à tous. Voici maintenant le volet consacré au vin de Bordeaux. Le premier des deux volets consacrés au vin de Bordeaux. Celui-ci se penche sur un cas exceptionnel, puisque c'est un vin de grande réputation qui a contribué à la renommée des vins de Pomerol à travers le monde, idéalement situé dans cette appellation presque mythique, je dirais, puisqu'elle est relativement rare et limitée. Et c'est une deuxième visite, puisque notre ami Alexandre Tienpont ainsi que François étaient des nôtres en 2009. 2009, c'est bien ça. Non, comment? 2006, 2007? 6. Le temps passe. Et ça avait eu beaucoup de succès. Alors, je les invite à nouveau à se joindre à nous, Alexandre Tienpont et François Tienpont. Alors, on fait ça simplement. Nous avons 6 vins excellents à déguster, mais avant, bien sûr, il faut mieux connaître cette propriété pour mieux apprécier les vins que l'on va goûter ensemble. Je vais donc laisser la parole successivement et au gré de leur improvisation à François et à Alexandre. Merci, Michel. Je vais commencer. Vous parler. Je voudrais d'abord dire combien on est très heureux d'être ici ce soir. Montréal Passion Vin, comme dit Michel, on est venu en 2006 et on a eu un très très grand souvenir par votre générosité, la qualité et toute votre passion sur les vins et ce qui nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes. Et en plus, nous sommes très heureux de participer à la bonne cause. Et donc, c'est toujours une joie d'être parmi vous. La famille Tienpont est dans les vins depuis 1842. Nous sommes une famille non pas française, mais une vieille d'origine flamande. Et nous sommes donc, comme je disais, dans les vins depuis 1842. Et le berceau familial est toujours le même, puisque cette maison est dans la famille depuis 1750. Et elle reste toujours dans la famille. C'est notre grand-père, Georges, négociant en vin, donc, qui a acheté le vieux château Certan en 1924. Grand amoureux des grands vins, que ce soit d'abord la Bourgogne. Dans notre jeunesse, nous avons bu beaucoup de Bourgogne et nous continuons aussi. Des grands Porto aussi, donc nous ne buvons pas que des Bordeaux, nous aimons tous les grands vins qui sont produits. Donc le vieux château Certan a été acheté en 1924. C'est un château qui est l'un des plus anciens terroirs de Pomerol. Alexandre vous en dira plus après sur le terroir. Voilà, donc, et puis la famille a été assez grande puisqu'il y a plusieurs domaines ensuite qui ont été rajoutés dans le giron familial, notamment Le Pin en 1979. Nous avons aussi une propriété dans les Côtes-de-France qui s'appelle Château Puguerot, qui est assez connue ici aussi. Qui fait d'excellents vins dans l'appellation Côte-de-France. Et puis, nous gérons aussi, à travers mon frère, des grands crus classés de Saint-Émilion, comme Pavie-Maquin, l'Arcisse du Casse et Beau Séjour du Faux. Voilà, je vais donner la parole à mon cher cousin pour continuer la dégustation. Et qui va essayer de vous présenter ce domaine. Et je pense, et d'abord, merci beaucoup de nous inviter. C'est avec grande joie que nous venons, bien sûr, vous rencontrer. Et il y a une dimension humaine très spécifique. Il y a chez vous une qualité d'accueil qui est nulle part ailleurs équivalente. Et je vous remercie de la chose. Surtout, gardez-la bien. Aussi bien
aussi bien chez vous quand on vient vous rencontrer, mais aussi très souvent quand nous avons des visites, et de nombreuses visites, d'amis québécois qui viennent nous voir. C'est à chaque fois un sourire et qu'on appelle ça, un intérêt. Vous êtes intéressant et intéressé. Continuez, bravo. Donc je vais essayer de vous présenter Vieux Sertan. J'ai un petit PowerPoint là, qui est en anglais, mais je ne sais pas. Bon, je pense que vous tous pratiquez ça. Et on va essayer de le faire défiler assez rapidement pour vous montrer exactement un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de petits domaines de Pomerol, 14 hectares de vignes. Alors je vais appuyer là-dessus. Ça marche, oui. Alors voilà, j'ai une petite difficulté, c'est de voir mon... Attendez, je vais essayer de rien. Alors bien sûr, ça c'est le programme. Hein. Ensuite, on tourne les pages. Bon, la situation géographique, vous la voyez très bien. Je pense que tout le monde sait où se trouve Pomerol à peu près, hein, et la rive droite de Bordeaux. Hein, et ensuite, je passe ensuite. Et là, vous avez donc l'appellation de Pomerol. C'est une petite appellation. C'est une des plus petites à Bordeaux. Elle fait 800 hectares de vignes seulement. Elle n'a pas de classement. Ça, c'est très important à dire. Elle est mitoyenne avec celle de Saint-Émilion, bien sûr, qui a un classement, et aussi de Fronsac. Mais sur les 800 hectares de vignes à Pomerol, vous avez 130 domaines différents, ce qui est énorme. Hein. Et sur ces 130 domaines différents, vous en avez 50 qui font moins de 2 hectares, et parmi les 50, vous avez 30 qui font moins de 1 hectare. Donc vous voyez, Pomerol était extrêmement morcelé. Vieux Sertan, parmi eux, hein, représente 14 hectares de vignes. Passe un petit peu plus vite. C'est un climat océanique, on en a parlé d'ailleurs dans les différentes interventions de mes confrères préalables. C'est donc un climat humide, hein, qui est chaud, très chaud et sec en été, et le réchauffement climatique nous influe énormément. Et ça, il faut dire que c'est une grosse préoccupation. Hein. Et ensuite, donc humide et médium en hiver. 850 mm d'eau, c'est énorme. Hein. On est presque à 1 mètre, hein, d'eau normalement dans une année normale. On verra qu'il y a des années plus ou moins chaudes. Et vous avez là 3 images de différentes saisons. Bon, l'histoire, François en a parlé à l'instant. Hein, il y avait 3 propriétaires dominants dans ce domaine. Donc une première famille écossaise, ensuite une famille française, et ensuite bien ma famille. Voilà, c'est la 3e. Je suis la 3e génération. La 4e génération est en route sur le domaine, puisque mon fils s'occupe du domaine avec moi depuis 2011. J'aurais bien aimé qu'il soit aujourd'hui parmi nous, mais il n'a pas pu, puisque tout simplement, il doit s'occuper de la cuisine, c'est-à-dire de faire le 2015. Oui. C'est ce qui s'annonce très prometteur. Donc je continue. Donc c'est une propriété familiale, etc. C'est tradition, donc des cuves en bois. C'est un terroir très spécifique. C'est un vin d'assemblage de 3 variétés, hein, bien précises, le Merlot, le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon, qui sont pour le Merlot 65% sur le vignoble, 30% de Cabernet Franc et 5% de Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, pour nous, sur la rive droite, on dit toujours que c'est le trait de jus de citron sur le turbo. C'est le petit plus. Hein, le jus de citron tout seul, c'est très simple, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Un turbo, c'est relativement simple, mais un trait de jus de citron sur le turbo, ça change tout. Donc c'est le Cabernet Sauvignon pour nous. Ensuite, on va avancer un petit peu. Donc le terroir et les paramètres de terroir sont importants. Quand on parle de terroir, c'est un terme un peu rébarbatif, mais qui a son énorme importance. Hein. C'est donc les sols, les variétés, le climat, etc. Je vais un peu plus vite. Un domaine comme Vieux Sertan, il a son vignoble est réparti autour de la maison, que vous avez vu tout à l'heure en photo, mais réparti sur un ensemble premier, et ensuite l'apport en 1950 de 2 parcelles supplémentaires qui sont pour côté du village là. Et ensuite une petite parcelle qui jouxte Osana maintenant et Pétrus ou La Fleur. On continue. Le type de sol. Et alors là, cette carte est intéressante pour ceux qui se passionnent sur le vin. Ça, c'est la carte de résistivité des sols. C'est-à-dire que la méthode employée permet de voir, d'après la résistance des sols à l'humidité, quels sont les types de sols bien particuliers du domaine. Donc ce qui est en bleu est plus argileux, ce qui est en rouge est plus graveleux, et ce qui est en vert est médium, est moyen. Et ça, c'est très important pour le suivi du vignoble, pour le parcellaire, pour tout un tas de choses. On y reviendra après. Les variétés, la distribution des cépages sur ce vignoble, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous avez donc le Merlot, le Cabernet Franc, etc. Et surtout, quand on va un petit peu plus loin, vous avez l'âge des vignes, qui lui est extrêmement important dans la méthode de ramassage. Alors, c'est un petit peu rapide, c'est un petit peu peut-être rébarbatif, mais vous avez là à chaque fois des paramètres essentiels qui vous mènent vers la qualité. C'est-à-dire qu'on ne vendange pas un Merlot de 1932 comme on ramasse un Merlot de 59, un Cabernet Franc de 59 par exemple. Ce sont des choses extrêmement précises. On va parler de précision un peu plus tard. Alors là, bien sûr, c'est un troisième élément sur la répartition des porte-greffes.
Voilà, et donc ensuite quelques photos comme ça pour aller un peu plus loin. Donc vous avez bien sûr la taille qui est une taille bio double, mais tolérée seulement, parce qu'elle n'est pas officiellement en cahier des charges. Vous avez au printemps donc le risque de gel qui est très très important et qui nous a permis, d'après les expériences précédentes sur millésime 61 par exemple, de dire que un bon millésime est forcément un millésime de faible quantité, de rendement faible. Et donc, les risques de gel interviennent, et tout comme la floraison, interviennent dans la gestion du volume. Ensuite, on continue un petit peu. Vous avez donc, évidemment, pendant l'été, tout un tas de pratiques qui sont les effeuillages, qui sont les éclaircissages, etc. Là, vous avez mon fils et moi qui sommes dans les vignes en train d'éclaircir des merlots de 2005. Ensuite, bien, ce qui est très important, et je ne sais pas si on en a parlé suffisamment, mais le terme est important, c'est la vigueur des plantes induit directement la qualité du raisin. Plus la vigne est vigoureuse, moins bon est le vin, plus ce sont les chats maigres qui font la meilleure qualité. Et donc on doit impérativement tourner autour de ces parcelles les moins vigoureuses pour avoir la meilleure qualité et différer le ramassage des parcelles les plus vigoureuses. On a, disons, 4-5 jours d'écart entre les parcelles les moins vigoureuses et celles les plus vigoureuses, et pour toujours pareil, optimiser. Le mot-clé pour la viticulture, et je pense que mes confrères seront d'accord avec moi, c'est l'optimisation dans le vignoble. Et dans le chai, c'est la sélection. C'est impératif. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, et on va commencer, je pense, à faire la petite dégustation qui nous a été promise. Mais vous voyez maintenant à quel point c'est devenu beaucoup plus précis comme approche en matière de viticulture. On s'imagine évidemment qu'on cultive des vignes, on récolte les raisins, on rentre tout ça, et bien on fait le vin. Bon. Et vous me disiez plus tôt aujourd'hui dans l'ordre d'entrée que ces progrès technologiques avaient imprimé un élan vraiment nouveau à la viticulture française et qu'on n'avait rien vu encore finalement. Je pense qu'on lève à peine le voile de ce que seront les vins dans quelques années, dans les 5 à 8 ans qui viennent. Il y a un redémarrage, une réexplosion de la précision, due essentiellement à l'informatique, et qui nous permet d'avoir pour la première fois, par exemple à Certan, cette année en 2015, on a placé nos vendangeurs au mètre près, au pied près, avec un GPS dans la main. Donc, tout ça c'est pourquoi? C'est dans le but simple d'optimiser, de faire en sorte qu'on ne mélange pas un pied de moindre qualité avec un pied de bonne qualité. Et cette précision, ce ciselage, cette astreinte permanente fait que les vins sont, mais alors, sans commune mesure, meilleurs par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Quand on dit très souvent, et vous dites, on l'a comparé, c'est souvent dire par exemple un 2009, c'est du 1948. Un 2010, c'est du 50 ou du 45. Oui, mais ils sont largement au-dessus en qualité, je peux vous dire. C'est l'essentiel. Si nous devions refaire du 50 ou du 48, je pense qu'on serait encore bien meilleur que ce produit de l'époque. Qu'est-ce qui a été fait à l'époque? Oui, c'est une évidence, oui, tout à fait. Et ça, c'est la nouvelle génération qui nous l'apporte. Voilà, mais nos amis, les vins qui arrivent. Bon, enfin, à boire. À boire. 2 millésimes du vin de la deuxième étiquette de Château Certan, la Gravette, dont vous allez nous parler, en quoi ça consiste exactement, et puis surtout dans ces 2 millésimes que nous avons, c'est-à-dire 2012 et 2010. Quand j'ai pris les rênes du domaine à la mort de mon père en 85, ça fait déjà 30, figurez-vous, c'est mon 30e millésime à Vieux Certan, j'ai d'emblée voulu marquer un coup fort, voilà, tout simplement parce que ma famille derrière avait des habitudes qui, un petit peu, à mon avis, un petit peu engoncées dans la tradition, et créer un second vin, ce qui n'a pas été facile en ce sens que le second vin résume de façon très claire tous les ans les vignes qui ont moins de 25 ans. Ce sont les jeunes vignes. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon vin? Qu'est-ce que c'est qu'un grand vin? Qu'est-ce qu'un grand vin? Bien, un grand vin, c'est un vin qui est le contraire d'un vin simple. C'est un vin de complexité, c'est un vin d'élégance, de persistance aromatique, c'est un vin de finesse, d'élégance. Le second vin, jeune vigne, ce sont des vins d'expression simple, c'est-à-dire parce que tout simplement, ils n'ont pas l'âge suffisant pour avoir de la complexité. Il faut attendre de 18 à 20 ans pour avoir une certaine complexité qui passe à travers le fruit, essentiellement dans la peau du raisin, qui est directement en corolaire avec sa vigueur. Plus la vigne est vieille, moins elle est vigoureuse, et donc plus complexe est le vin. C'est assez simple, mais c'est important. Donc, la Gravette a été créée en quel millésime? En 85. 85, au premier millésime. Quand je suis arrivé là. Et j'ai même mis en route le parcellaire et aussi l'éclaircissage. C'est important.
Alors, dans un cas comme dans le 2012, par exemple, prenons-le comme exemple, ça pouvait représenter jusqu'à quel pourcentage de la production totale de la propriété? Second vin, en général, représente entre, allez, au pire, la moitié du volume, mais disons un bon tiers. Un bon tiers. C'est un tiers second, pardon. C'est bon, allez-y. Un tiers second vin, 2 tiers premier vin. C'est un peu... Le but, c'est de faire le moins de second vin possible. Hein. Mais bien sûr, c'est normal. Oui. Mais il faut impérativement préserver sur le premier vin la meilleure qualité possible pour le millésime. Alors évidemment, ce n'est pas le meilleur vin possible pour présenter le mois qui suit aux dégustations en primeur. Hein. C'est toujours une projection dans 8 à 10 ans. Est-ce que ça vous arrive des fois de goûter à des millésimes un peu plus anciens, de deuxième même, ou disant, zut, on aurait dû mettre dans le grand vin celui-là? Eh bien écoutez, ça va être le cas du 2010, là. Vous allez bon? voir. Il est tellement bon qu'on se voit comment est-ce possible d'avoir mis ça en second vin. Mais le premier vin, Vieux Certain 2010, c'est bon à savoir. Ça. est plus haut. Ouais. On va goûter. 2012, qui est une année moyenne plus. Ce n'est pas une grande année, mais c'est une année de référence pour nous, dans le sens que c'est une année, on dit charnière, c'est-à-dire qui permettra d'attendre des millésimes plus sérieux, comme 2010 ou 2009. Voilà. Un commentaire. C'est un vin qui a 50% de Merlot et 50% de Cabernet Franc, hein, pour les deux millésimes. Plus fort, d'accord. Il faut aller plus fort. Il faut que je parle plus fort. Les seconds vins sont buvables plus tôt que les premiers vins, bien sûr. Ça, c'est dans 3 à 5 ans, c'est bon à boire. N'attendez pas trop. Alors, ce qui m'étonne toujours dans les vins jeunes de Pomerol, on le verra encore peut-être un peu moins, puisqu'on arrive déjà à 2009 dans le cas du Vieux Château Certain, mais c'est que même jeunes, ces vins-là ont un velouté exquis, je trouve. Ça fait partie de l'ADN des vins de Pomerol, surtout lorsqu'on est au sommet de l'appellation, au propre et au figuré, comme dans le cas de Château Certain. Et même s'il y a une présence tannique évidente, une masse tannique importante même, il y a toujours ce caractère presque, c'est pas le mot, mais enfin presque onctueux de ces tannins qui fait en sorte que ce sont des vins qui restent veloutés et gracieux. C'est vraiment leur Oui, tout à fait. C'est pas de ma faute. C'est le sol qui veut ça, c'est le merlot de Pomerol qui est toujours côté cachemire, hein, qui est très présent. Ben, en fait, ce qu'il vient de dire là, c'est pas une boutade, c'est pas de sa faute. C'est vrai que c'est pas de sa faute, parce que d'ailleurs, il le dit souvent, et il n'est pas le seul à le dire. Je remarque que ceux qui font souvent des très très bons vins restent à l'arrière-scène. Ils ne font que mettre en valeur un produit qui est là, ils savent le faire finalement. Mais c'est pas, oui, bien sûr, vous faites le vin, mais c'est pas vous le vin. Le vin, c'est certain finalement, c'est ça. Absolument, absolument. Mon apport, si je peux me permettre, très sérieusement, hein, si mon apport se situe autour de 10% de ce que la réalité du vin, je vous assure que c'est un maximum. Je ne fais que du jus de raisin fermenté, avec le moins possible d'intervention. Évidemment, la technicité, vous ne pouvez pas espérer plus de technologie dans les coulisses, mais elle est toujours là au cas où. Je vais m'expliquer. Si vous n'avez aucune méthode de rattrapage, je dis, parlons bien de ça, vous avez une marge de sécurité très importante avant que le vin devienne du vinaigre. Le développement naturel du vin, c'est du jus de raisin, du vin et ensuite du vinaigre. C'est ça, oui. Pour l'arrêter au stade de vin, il y a des méthodes, c'est-à-dire un peu de saute. Et ensuite, mais si vous n'avez pas de technologie, votre marge de sécurité est très importante. Si vous avez beaucoup de technologie derrière, dans les coulisses, au cas où il y a un dérapage, eh bien vous limitez énormément votre marge de sécurité et donc le vin est d'autant plus naturel. Le Vieux Certain, et c'est du jus de raisin, c'est extrêmement naturel, très très naturel. Ceci dit, la nouvelle vague de vins bio, etc., c'est forcément quelque chose vers lequel il faut aller. Mais je serais peut-être un peu réservé sur la méthode. Je ne pense pas que c'est parce que vous avez un cheval dans les vignes que le vin est meilleur. Il y a quelque chose. Il n'y a pas d'allusion ici, le cheval, le nom c'est pas, je ne veux pas être polémique, mais si vous voulez, il faut aller effectivement vers le naturel, vers tout un tas de choses, se prémunir et éviter des choses. Mais le bon vieux temps, j'y crois pas beaucoup.
Et c'est l'objet de notre venue ici aussi, la recherche, tout ce qui est lutte contre les maladies, etc. Regardez comment tout va mieux maintenant avec un peu de technologie, enfin, je pense. Il faut rester évidemment très vigilant et pas avoir de faire les excès. C'est toujours une question de pendule, vous savez, c'est la mode circule. Je ne veux pas aller plus loin. Mais c'est une réalité. Le vin le moins intervenu, le plus naturel possible, est toujours le meilleur. Ça, c'est très important. Vous avez beaucoup de viticulteurs, et très souvent, d'ailleurs, outre-Atlantique, le viticulteur, le winemaker est plus important que le sol. Oui. Et j'en suis stupéfait à chaque fois. Je ne comprends pas très bien. Non, mais je suis sûr que vos propos sont très bien accueillis par l'Assemblée ici, parce que, effectivement, c'est vrai que très souvent, cette carte du végétariat du vin finit par taper sur les nerfs un peu, finalement. Un peu, tout à fait, oui, tout à fait. Parce que c'est pas ça la vérité, finalement. Le vin a son histoire à raconter, pas la mienne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que... Merci. Le vin de tel ou tel viticulteur qui a pu effectivement rattraper son vignoble là, bravo. Hein, mais parce que, bien tout simplement, par ses capacités humaines et ses capacités d'habilité. Il a réussi à réhabiliter, à faire remonter un vignoble. Là, d'accord, bravo. C'est son succès. Mais de là, une fois que tout ça c'est acquis, allez, laissons faire les choses. Bon, voilà, alors, nous avons goûté de Qu'est-ce que vous pensez de ces deux premiers seconds vins? C'est bon, non? C'est très bon. C'est très bon. Et c'est vrai que le 2010, c'est quand même pas un mineur. Hein, c'est vraiment c'est un vin très, très, très sérieux. Ce serait amusant d'ailleurs d'avoir les deux côte à côte, le grand et le petit. Ça serait beau. À l'aveugle, ce serait amusant de faire ça, oui. On aurait dû. Je reconnais que c'est une réalité. Dans ce second vin, vous avez moitié Merlot, moitié Cabernet Franc. C'est ça, oui. Une petite note sur le 2009 et 2010. Ces 2 années sont 2 années de température très élevée. Et quand sur le plateau de Pomerol, la température sont très élevées, le Cabernet Franc est scotché. Il est arrêté. Et donc le Cabernet Franc n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendrait sur des millésimes comme 2009 ou 2010. Mais maintenant, avec justement ces nouvelles méthodes, je n'utilise jamais de recettes, hein, c'est toujours des méthodes. Les 2015 s'annoncent aussi bon sur le Merlot que sur le Cabernet Franc, malgré le côté très, très ensoleillé du millésime. Ce serait une découverte, on verra bien. Voilà. Alors, on vous sert le vieux Château Certan 2009. Oui, question, allez-y, je vous en prie. Le second vin, je l'ai amené avec moi, si vous voulez, quand j'ai débuté à Vieux-Certan en 1985. Pour des raisons simples de compétition, le Vieux-Certan, pour moi, quand j'ai pris les rênes, n'était pas au niveau de ce qu'il aurait pu être. C'est très péjoratif pour mon père, alors que j'ai une dévotion pour lui. Mais c'est un cas, c'est une réalité. Et la deuxième question, je ne sais plus très bien, le corollaire, c'était l'encépagement. Il n'y a pas d'encépagement. Alors, c'est ça. Le second vin chez nous est une sélection, simplement. Il n'y a pas d'encépagement type second vin. C'est en fait le symétrique opposé du premier. Tout ce qui n'est pas dans le premier passe en second. Et dans les années très mauvaises, enfin qui sont pas bonnes, il y a effectivement un troisième vin qui est du vrac, qui n'existe pas. Voilà. Et le but, c'est de faire un second vin de bon niveau, de façon à ce que l'amateur puisse dire « Ah, ce second vin est de ce niveau-là, que doit être le premier vin hein ?» Voilà, c'est la démarche. Voilà. On veut quand même retrouver la race du vin, même dans le second vin. On sait que c'est une origine noble, même dans le second vin. Absolument, oui. C'est bon, ça? Vous êtes content? Oui. Ça, c'est bon. Ah oui, ça, c'est bon. 2009-2010, 2 millésimes essentiellement Merlot, où le Merlot est roi. Ce sont 2 références pour nous qui passent après le 98, qui était notre avant-dernière référence. Ces 2 années sont 2 années qu'on ne voit que moins d'une fois par viticulteur.
C'est-à-dire que c'est ce type d'année 2009-2010 qu'on nous voit une fois tous les 50 ans. Pour mettre le corollaire sur les années 2009 dans les années précédentes, pour avoir un jumeau, il faut remonter à 1948. 48, c'est un verre de soie. Ça, c'est un verre de soie aussi, hein, c'est super. Et 2010, c'est plutôt un verre de velours, c'est un peu plus concentré. Mais ce sont 2 années vraiment exceptionnelles que l'on voit rarement. Je ne sais pas si... Ça me paraît très complet, en tout cas le 2009 me paraît très complet. Et certainement un vin, non seulement à la hauteur de la réputation du millésime, mais aussi du cru. C'est du grand pomerol classique, finalement, je trouve. Exactement, oui. Il n'y a pas autre mot. Si on voudrait expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un grand pomerol d'aujourd'hui, voilà un exemple patent, je trouve. Très soyeux, à la fois concentré, sans être opulent. La cuillère ne tient pas debout dans le verre. Ça se boit, hein, c'est appétant, c'est sapide, ça a du goût. C'est ce que l'on recherche. Tiens, faisons donc une parenthèse. Il vient d'évoquer une chose, la cuillère qui tient dans le verre. Oui. Parce que je me souviens, lorsque vous étiez venu en 2006, on avait parlé de ça. Non. Ça me revient maintenant. Oui, oui ça revient. À l'époque, on en parlait beaucoup plus qu'aujourd'hui, me semble-t-il, mais c'était le phénomène des vins de garage. On en parlait beaucoup de ces vins très puissants, très concentrés, qui remportaient des scores formidables auprès de certains commentateurs nord-américains. Outre-Atlantique. J'ai pas dit montréalais, j'ai dit nord-américain. Et que sont-ils devenus, ces vins-là? Et surtout, ce courant de faire les choses, ce courant de penser, qu'est-il devenu? Mais alors, c'est intéressant, surtout sur le plan du marché, parce que François s'occupe beaucoup du marché international, donc c'est intéressant de savoir ce qu'il en pense. Mais moi, je pense que ces vins, aujourd'hui, effectivement, comme disait Alexandre très justement, c'est une question de pendule, hein, et maintenant, c'est le mauvais revers du pendule, son mauvais côté. Et donc maintenant, les vins de garage sont devenus complètement old-fashioned, je dirais. Maintenant, on n'en parle plus. Hein. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes, maintenant, essayent de faire des vins qui sont beaucoup plus dans l'équilibre, moins dans la puissance. Et donc, c'est exactement l'inverse. Le vin de garage et le Bordeaux type, notamment rive droite, sur les merlots, à vouloir mettre l'homme avant le terroir. Il y a beaucoup d'interventions dans les vins de garage, contrairement à un vin, justement, comme Vieux Sertan ou ceux qui ont des grands terroirs. C'est totalement l'inverse. Donc, et c'est forcément obligé de le faire pour produire des vins de cette nature. Donc, parce que s'ils ne font pas des vins comme cela, eh bien, ça n'intéresse, en tout cas à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde. Eh bien, aujourd'hui, ils redeviennent à des méthodes beaucoup plus sobres. Et je pense que certains de ces vignerons font des vins nettement meilleurs aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ceci dit, ça a été quand même le bon côté de la chose à l'époque. Ça a été un espèce d'aiguillon pour d'autres vignerons pour s'efforcer à faire meilleur. Alors il y en a certains qui, à cette époque, ont un peu, je dirais, perdu leur âme. D'autres ont su rester droits dans leurs bottes et puis être très rigoureux dans leur style et leur philosophie. Mais je crois qu'aujourd'hui, on redevient à des vins beaucoup plus équilibrés. Il n'y a plus ce côté bois neuf qui était extrêmement agressif. Tout cela, c'est terminé, puisqu'il y en a même qui faisaient des vins à 200% de bois neuf. Oui. Donc c'était quand même... Aujourd'hui, tout cela, ces mêmes gens font peut-être 50% bois neuf et ils se trouvent très satisfaits avec ça, quoi. Donc voilà. Et pour parler du marché, le marché a complètement disparu, c'est-à-dire que ça ne tenait que d'une note d'un certain journaliste, et quand cette note a disparu, ou la mode était finie, eh bien les prix ont par conséquent dégringolé. La mode d'ailleurs des vins de garage entre nous, en 2 mots, c'est commencé un peu grâce à cause de la famille avec le pain, puisque le pain, c'était une propriété d'1 hectare à l'époque qui produisait très peu. Mais le pain, tout comme Vieux Sertan, n'est pas... Il se trouvait que c'était une petite propriété dans une petite maison, mais ça se trouvait comme cela. Mais
il n'y a pas moins d'intervention que dans le pain. C'est fait exactement comme certains, d'une manière on ne peut plus naturelle. Ce qui a été copié, c'est le petit volume, C'est ça. et puis voilà, quoi. Et puis le reste a fait que... Bon. Mais le pain, ce n'est pas un vin de garage, c'est un vin de terroir. Parce qu'il y a eu, François, un malentendu à l'époque, parce qu'on croyait que le pain, c'était un vin de garage. Absolument, c'est ce qu'on prétendait. Exactement. Et on le copiait en disant, c'est un exemple. Tout à Alors fait. que c'était pas ça, c'était pas le cas. Et la preuve que ce n'est pas un vin de garage, parce que le pain est quand même un cru très demandé, et ça se ressent dans les cours. Si le pain aujourd'hui avait été un vin de garage, les prix du pain ne seraient pas ce qu'ils sont actuellement. Ça, c'est la vérité du marché. Donc, ça ne peut pas mentir. Donc, et en terminant, c'est parce que les gens se sont lassés, en fait, de ces vins-là, en ont été saturés, finalement, ils ont dit... Oui, parce que d'abord, ce sont des vins, quand ils vieillissent, ils ont tendance à s'assécher. C'est ça. Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, un vieux millésime de Le Pin à l'aveugle, dans des petits millésimes, vous pourriez penser à des grands Bourgognes. Donc, c'est totalement différent. Et puis, ils ont une longueur, une finesse. Donc, c'est totalement différent. À Saint-Émilion, sur des vignobles beaucoup plus forcément calcaires, donc beaucoup plus puissants, des méthodes d'il y a 10-15 ans font qu'aujourd'hui, ces vins sont devenus un peu plus secs sur les finales, notamment. Mais les grands terroirs restent les grands terroirs. Bon, voilà une précision très intéressante et très importante à prendre en note. Et merci beaucoup, François, pour cette explication. Là, vous avez le 2006 maintenant. Voilà, qui est un millésime typiquement vieux certain, typique. Vous avez là à peu près 2/3 de Merlot, un petit peu de Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon, tout ensemble sur une année qui est vraiment très équilibrée. C'est l'un des vins ce soir qui, je pense, est le plus prêt à boire. Enfin, évidemment, puisqu'il y a des autres après. Mais 2006 est un vin qui commence à être buvable en tant que tel, hein, sans aucun... N'attendez pas trop non plus. Ça, c'est typiquement vieux certain. C'est une alliance Merlot-Cabernet Franc. Qu'est-ce qu'il apporte, le Cabernet Franc, dans les meilleures conditions, lorsqu'il est dans les conditions idéales pour vous? Qu'est-ce qu'il apporte au vin dans sa structure? Il apporte le côté, sans hésiter, le côté cachemire et la persistance aromatique. Ah. Le Cabernet Franc, c'est la persistance aromatique. C'est caractéristique. C'est un cépage timide, très timide. Quand vous l'avez pur, hein, dans des lots de Cabernet Franc pur, on s'imagine mal qu'il faut se faire violence soi-même pour mettre du Cabernet Franc dans le Merlot, figurez-vous. Mais c'est une fois que c'est fait, il y a une synergie réelle qui existe entre ce Merlot et ce Cabernet Franc, toujours dans des proportions assez précises. C'est-à-dire qu'un assemblage Merlot-Cabernet Franc peut varier entre 2,5 et 3% d'apport de Cabernet Franc supplémentaire. Alors il y a une chose, c'est que le Cabernet Franc a fait couler beaucoup d'encre et a permis à beaucoup de journalistes de pouvoir exposer beaucoup de théories dessus. Le Cabernet Franc est un cépage qui rend très très modeste. C'est-à-dire qu'il peut être ou bien excellent, et on manque de superlatifs, ou bien rien du tout. Et c'est le cas en 98, que nous allons goûter tout à l'heure. Le Cabernet Franc 98 est nul. Ah bon. Pourquoi? Parce qu'il est séché, scotché par l'excès de chaleur. Le Cabernet Franc est excellent dans les années très sèches, 2011. Le Cabernet Franc est sublime. C'est la dernière référence pour nous d'une année Cabernet Franc. Mais 15 aussi. 2015, certainement, peut-être. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas encore terminé. Mais le Cabernet Franc résiste beaucoup à la sécheresse, mais il est tué par l'excès de température. Ça, c'est un constat. Pour moi, en tant que vieux certain. Bien. Voilà, 2006, qui est un millésime équilibré, qui est un millésime typique, qui pour moi est quelque chose de référence, de référentiel sur ce qu'on peut produire sur un petit terroir de Pomerol. Petit terroir, oui. En 2006, il y a quand même... en surface. Alexandre est toujours un peu humble et, je dirais, timide de parler de ce qu'il fait, mais en 2006, on a eu quand même, avant les vendanges, et pendant les vendanges, je dirais, beaucoup de pluie, jusqu'à 100 mm de pluie, ce qui était beaucoup. Et voyant qu'il y avait une récolte assez conséquente, 15 jours, c'est ça, avant les vendanges, Alexandre, à peu près? C'était en pleine vendange. Ou en pleine vendange, voilà. En plus, il a coupé à peu près l'équivalent de 20% des raisins sur pied pour laisser les grappes qui resteraient avoir leur pleine maturité. Ce qui fait que à la fin, il y avait 20% de vin de moins, mais on a
pu faire un vin avec ce millésime-là grâce à ça aussi, hein. Donc, sans cette récolte un peu plus modeste, on n'aurait pas eu cette qualité-là en 2006. Et ça, je pense que prendre une telle décision, ça se fait quand vous êtes aussi propriétaire de votre vignoble et que vous prenez votre propre risque en tant que patron, quoi. Si vous êtes un simple employé, vous réfléchissez peut-être à 2 fois avant de le faire aussi, on ne sait jamais, quoi. Mais aussi, pour lancer un petit sujet polémique aussi, si je peux me permettre ce soir, c'est que très souvent on entend dire, j'entends dire mes confrères, j'ai vendangé mes raisins à maturité parfaite. Ça n'existe pas. La maturité parfaite, c'est toujours une maturité plus ou moins bonne. Vous avez des raisins qui sont plus ou moins mûrs. Alors le but, c'est d'arriver à ramasser des raisins qui soient à l'optimum de la maturité, c'est-à-dire ni trop peu. Et ça, c'est une fenêtre, vous avez une fenêtre d'à peu près 2 jours, hein, 2 jours et demi maximum. Et donc il faut pouvoir, et comme ça a été le cas en 2015, fractionner vos vendanges d'autant de fois que les parcelles l'exigent. Cette année, nous avons arrêté les vendanges 4 fois. 4 fois pour recommencer encore une fois derrière. Et j'avais peur de perdre mes vendangeurs, évidemment, entre-temps, puisqu'ils allaient se louer ailleurs. Ben, ils sont tous revenus. Je suis très, très content. Non, c'est ça, le problème, c'est on optimise, hein, c'est toujours pareil, il n'y a pas de maturité parfaite, il n'y a que de maturité optimale. Voilà, ça c'est important de dire. Bien. Oui, allez-y. Quand vous parlez de maturité parfaite, sur le terrain, concrètement, vous déterminez ça comment? Dans le raisin, Comment déterminez-vous la maturité parfaite dans le vignoble? Pour la récolte. La maturité optimale. Oui, optimale, oui, pardon. Optimale plutôt. Alors oui, elle est déterminée par deux chapitres, deux pans entiers. Le chapitre analytique, c'est-à-dire qu'on amène certaines quantités de baies de raisin au laboratoire, qui lui nous envoie des chiffres de pH, hein, d'acidité, d'alcool potentiel et de maturité. Et depuis une quinzaine d'années, une méthode très utile pour nous, qui est la méthode Glory, et qui nous permet de voir le potentiel d'extractibilité des tanins, c'est-à-dire l'extractibilité des tanins de l'intérieur de la pellicule du raisin. Quand la maturité, vous savez certainement que la maturité des pulpes et des jus est préalable à la maturité des tanins d'une 8aine de jours à peu près, même parfois une 10aine de jours. Et donc, on sait, par analyse, hein, donc que nos jus sont mûrs, enfin, que nos pulpes sont mûres, mais pas encore peut-être les peaux, puisque l'extractibilité n'est pas encore atteinte. Le deuxième pan entier de décision, c'est la dégustation de baies. On se promène dans les vignes et on prend au hasard quelques baies de raisin dans une parcelle et on les goûte. Alors, il y a un aspect mécanique, c'est-à-dire le côté caoutchouteux de la peau, hein, qui est mûr, l'extractibilité aussi, c'est-à-dire que les tanins, et parfois bien sûr les jus, hein, puisqu'on les a. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est la maturité des pépins. Les pépins de raisin, s'ils sont cassants, si c'est pas bon. S'ils sont friables, là, ça commence à devenir intéressant. Et là, vous avez une fenêtre, donc entre fraîcheur des jus, des peaux de raisin et friabilité des pépins, qui vous donne la bonne fenêtre. Ça, alors, c'est d'autant plus précis que la parcelle en question est clonée, c'est un clone, c'est donc tous des pieds jumeaux, d'autant plus difficile à anticiper et d'autant plus créatif à ce moment-là que d'anticiper sur une vigne hétérogène, c'est-à-dire massale. Donc tous les pieds sont différents, comme si dans tous les individus ici dans cette salle ici aujourd'hui. Donc on fait une moyenne à ce moment-là. On essaie d'aller un petit peu plus loin dans la maturité pour éviter d'avoir des goûts végétaux. C'est un des apports majeurs du 4e pouvoir médiatique, c'est d'avoir interdit la production depuis une dizaine d'années des vins végétaux, des vins herbacés, verts. Ce n'est plus possible. Et donc, moi qui suis de l'école plutôt vendanger tôt, eh bien, j'ai reculé mes dates de vendange moyennes d'une bonne semaine. Alors que les vendanges qui étaient tardives, du style vin un peu fané, sont eux revenus d'une semaine en arrière. Donc, en fait, on se rejoint maintenant sur les derniers millésimes. Oui. Très bien. Oui, je vous en prie, allez-y. Est-ce qu'il y a déjà eu tentative de classement en Pomerol et qu'est-ce que vous en pensez? Je suis bien heureux comme ça, il n'y a pas de classement, et surtout qu'il n'y en ait pas. Pourquoi? Ça, c'est une question commerciale. François pourrait en parler plus que moi. Mais si vous voulez, il n'y a pas de classement, donc on ne se repose pas sur un classement. Voilà. Tous les ans, on doit se motiver et pousser pour aller au mieux possible, optimiser. Et maintenant, on est l'appellation la plus démocratique à Pomerol. Et ça évite des problèmes politiques. Donc on est très heureux à Pomerol. Et ça n'empêche pas de
comment dirais-je, produire les vins même les plus chers de Bordeaux. Hein, il ne faut pas l'oublier. Si vous êtes tête demain après-midi, vous pourrez poser la question au propriétaire de Troplon-Mondo, à Saint-Émilion. Ouais. C'est vrai. Oui, absolument. Alors, où en sommes-nous? 2005. 2005, voilà. Bon, c'est une révélation. J'ai longtemps que je ne l'avais pas goûté. Ça, c'est millésime merlotype aussi. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Qu'est-ce que c'est bon, ça? Oh. Ça, c'est délicieux. Vous ne trouvez pas? C'est bon, ça. Wow. Je me régale. Merci de m'avoir invité. C'est super. Mais faites comme chez vous, de toute façon. Alors là, je suis tombé sur une bouteille extraordinaire. Tiens, c'est un petit parallèle. Tout à l'heure, au déjeuner, tout à l'heure, on m'a posé des questions sur les goûts de bouchon. Oui. Ça, c'est un sujet, c'est un cauchemar hein, pour nous. Hein. Allez-y. Je vais essayer de vous exposer mon expérience. Le bouchon, quel que soit le bouchon, il participe au goût du vin. Hein, quel que soit le bouchon. Un bon goût, mauvais goût, le goût neutre. Vous avez, les goûts de bouchon sont cycliques dans le temps. C'est-à-dire que vous avez des années où il y a de forts taux de goût de bouchon, malheureusement. Et là, on peut aller pratiquement à une bouteille par caisse, de 12. Ça, c'est dramatique. Et vous pouvez aller, comme actuellement, on est en phase plutôt positive, et donc on a peut-être une bouteille pour 36. Mais c'est quand même trop, puisque derrière, on fait le maximum pour avoir la meilleure qualité possible. Et ce que je disais, j'étais très étonné du 2005 que j'ai actuellement là, c'est que je pense que le bouchon participe dans le sens positif des choses. Je trouve que c'est une... Voilà. Mais attendez, vous dites que le problème du goût de bouchon est encore aussi important que ça? Oui. J'ai la faiblesse de vous le dire, oui, tout à fait. C'est une réalité. Alors, la recherche est à fond là-dessus depuis des années et on ne trouve pas de réelle solution. Parce que je me souviens, il y avait eu cette crise, vous savez, dans les chais, avec cette comment ça s'appelait? Le TCA. Le TCA, c'est ça, bon. Différent. Mais c'est différent, ça. C'est différent. Non, C'est le traitement des bois, hein, le TCA. Oui. Enfin, ceci dit, c'est non, je ne suis lié pas aussi, d'accord. C'est la TCA. oui, vous avez au parfaitement bouchon raison, aussi. le TCA. J'ai raison, hein? Parfaitement. C'est vrai, Bon, au oui. bouchon, c'est vrai. Non, François, je ne suis pas d'accord. C'est vrai. La TCA, le tétrachloranisol, participe au goût. C'est le goût de bouchon, Oui. effectivement. Vous pouvez le trouver dans les charpentes. Hein, C'est ça, c'est la même chose. C'est le même. On entend Ah, rien pardon, excusez-moi, il faut que je parle un peu plus fort. Et dans le Un peu micro, plus fort, on me l'a dit, oui, pardon, excusez-moi. Le TCA, tétrachloranisol. Ah, pardon, oui, je suis désolé. Le tétrachloranisol est la même, la même souche, enfin la même expression, si vous voulez, de goût de bouchon, tout comme c'est aussi la pollution du vin par les charpentes. Très schématiquement, mais très globalement, et sans entrer trop dans les détails. En fait, c'est une moisissure qui ingère des polychlorophénols et après ingestion, les rétrocède en polychloroanisole. Alors, c'est le fameux goût de poulailler sec, hein, c'est le fameux goût que l'on connaît tous, la cendre, le foyer, la cendre, qu'on dit, humide. Hein, c'est horrible comme goût, hein, comme odeur. Vous n'êtes pas d'accord? Ça n'a rien à voir avec la Brettanomyces, hein, qui est, elle, une levure de refermentation, hein, qui induit des goûts de sueur de cheval. On en a parlé, une personne qui a intervenu. On en a parlé tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec vous, c'est effectivement le TCA, le goût de bouchon vient effectivement de la même origine que celle qui pollue qui ont pu polluer nos charpentes. Si vous avez d'autres questions, vous ne vous gênez pas. Et si vous avez des commentaires à formuler sur les vins, n'hésitez pas non plus. Oui, monsieur, on vous écoute. Alors, voici, moi, à travers tantôt, Véronique vous a dit que n'importe quelle question, on pouvait la poser, indépendamment de... Oui, mais même celle que vous n'avez jamais osé poser. Vous Oui. avez, nécessairement, à travers les millésimes, essayé ou fait des assemblages à travers des différents cépages. Maintenant, est-ce que, à travers tout ça, vous avez essayé des assemblages à travers les différents millésimes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez essayé directement chez vous de prendre des millésimes différents, de les assembler ensemble pour voir qu'est-ce que ça donnait? Je sais que c'est complètement hors de la philosophie de Portefeuille et de la région de Bordeaux, mais si on prend différents millésimes et on les assemble, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui pourrait éventuellement avoir une certaine ça pourrait être intéressant de penser à ça. Intellectuellement, ça pourrait se défendre, effectivement, mais le problème, c'est la pratique.
Niveau pratique, c'est très difficile à faire, puisque les vins sont de stades différents, les uns sont à l'élevage, l'autre sont finis. Je vois très bien comment on pourrait déboucher des bouteilles pour faire un assemblage. Mais cela existe quand même, je dois vous l'avouer, puisque je suis en charge, on a parlé tout à l'heure de Le Pin, par exemple. Le second vin non officiel du Pin est effectivement un assemblage de 3 années de second vin mis ensemble. Mais ce n'est qu'un épiphénomène, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de millésime noté dessus. Monsieur? Oui. C'est le même, le Cabernet Franc de Loire. La question est de savoir qu'est-ce qui fait la différence entre le Cabernet Franc de la Loire et celui de Bordeaux en termes de résultats. Oui. Ah, les résultats sont très différents. Le cépage est le même, le pied est le même, les résultats sont très différents. Les Cabernets Franc Touraine sont sur un support de sable condensé, enfin de choses extrêmement denses et dures. De tuf, exactement, de tuf. Et alors que chez nous, il est sur l'argilo graveleux, sur les graves, essentiellement. Et le résultat est très différent, c'est donc d'où l'importance du support. Génétiquement parlant, le plan est le même. Vous avez raison de poser la question, et ça me permet de répondre un peu plus au loin. Le Cabernet Franc à Bordeaux avait perdu son authenticité. Il y a quelques années, une vingtaine d'années de ça. Et il y a eu 4 domaines. Le CIVB de Bordeaux, la profession, a demandé de resélectionner le Cabernet Franc sous forme de clone. Et le Cabernet Franc à Bordeaux avait une origine rive droite. Et 4 domaines ont été sélectionnés pour reformuler un bon Cabernet Franc. C'était Pavie-Maquin pour le premier. Le deuxième, c'était Cheval Blanc, qui est très connu pour ses Cabernets Francs. Le troisième était Lafleur, à Pomerol, qui est excellent aussi pour son superbe Cabernet Franc. Et le quatrième était Vieux-Certain. Et bizarrement, et c'est ça m'a un peu surpris, mais c'est une réalité aussi, il y a 2 clones actuellement qui sont en cours, enfin qui sont sur le marché, et qui sont tous les 2 issus d'une sélection massale de Vieux-Certain que nous avions faite auparavant en tant que replantation en autonome chez nous. Alors, je dois quand même aussi vous avouer que ces clones-là, de Bordeaux, enfin, sui generis, qui sont même de Pomerol eux-mêmes, sont un petit peu en décalage par rapport à un clone très récemment trouvé en Touraine, qui est largement au-dessus d'une autre, et un deuxième clone qui a été trouvé en Irolégui, donc au Pays Basque, et qui va certainement transformer l'expression du cépage. Ça, c'est passionnant aussi. C'est pour l'avenir. Très bien. Oui, on vous écoute. On demande de ce qu'on fait des replantations à certains si on procède par sélection massale ou par sélection clonale. Là, je dois vous avouer que je ne reviendrai plus à la sélection massale. Pour une simple raison, c'est que le clone vous permet d'avoir une homogénéité de parcelle, une homogénéité de plantation. La grande question, c'est de ne pas se tromper de clone. Et alors, pour cela, avant une plantation, on fait 4 années auparavant, on prépare des micro-vinifications faites par la Chambre d'agriculture de Bordeaux qui nous permettent de choisir un clone ou 2 ou 3 clones sur la parcelle à venir qui permettront d'être en adéquation avec le support qu'on lui donnera. Mais ça fait l'objet de dégustations en micro-vinification, très pointues, à l'aveugle bien sûr, à chaque fois. Et M. Delmas d'Aubryon me disait un jour, vous savez, la sélection clonale, ça rend très modeste, effectivement. Quand vous avez un résultat mirobolant une année, cette même sélection peut donner quelque chose de tout à fait quelconque une année suivante. Mais ça reste la viticulture, c'est-à-dire que ça reste toujours un pari sur l'avenir. Et comme disait un intervenant ce matin, quand on plante une vigne, on est toujours à 18-20 ans de recul par rapport à ce que ce sera dans 18 à 20 ans. C'est toujours une projection, et c'est toujours un pari. Oui. Pardon, oui, vous vouliez ? Attends, un instant, le micro, c'est bon. Oui, ça m'étonne parce que votre discours est tellement à contre-courant de ce qu'on entend de certains vignerons qui blâment la sélection clonale et le peu de diversité dans le vignoble pour les maladies du bois qu'on connaît en ce moment à Bordeaux. Est-ce que c'est pas une crainte pour vous? Je vous parle de vécu, je vous parle de l'instant T, je vous parle de mes convictions. La sélection massale, j'ai fait des sélections massales à Vieux-Certain, sans problème, des Cabernets Francs aussi. J'en suis revenu, mais pour des raisons d'aujourd'hui, je peux encore peut-être changer plus tard. Rien n'est jamais décidé de façon définitive. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique que l'on a, avec les stress hydriques extrêmement marqués et très dangereux, je dis ça de toute façon tout à fait sincère,
on est avec ce fameux réchauffement climatique sur un pétrolier de 300 000 tonnes qui arrête ses machines et qui reste en roue libre pendant 50 km. C'est exactement le phénomène. Il faudrait que ce réchauffement climatique s'arrête maintenant. Top, là. Et puis comme ça, enfin, qu'on envoie le truc. Pour les sélections massales, les sélections clonales, la vérité, je ne la connais pas, pour être tout à fait sincère avec vous. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui nous arrive dessus, d'après les résultats que l'on a entre massal et clonal, le clone s'en sort mieux en situation de stress hydrique très marqué. Mais maintenant, je ne détiens pas la vérité. Je vois plein de bouches bées dans cette salle. Bien, parlons du 98. Non, je reste sur ce. Non, mais ceci dit, juste pour conclure sur 2005, vous avez raison, Alexandre, c'est un vin sensationnel, vraiment sensationnel. Oui, ça, c'est sûr. C'est magnifique, merci. Merci. C'est super. Ouais. 98, 98. C'était pour nous, 98, la dernière référence pendant longtemps d'un millésime typiquement Merlot. C'est-à-dire que là, vous avez l'expression même de ce que donne Vieux-Sertan au mieux de sa forme sur un millésime où le Merlot exprime au mieux son caractère soyeux, velouté, son caractère de base aussi, qui est une base de charpente, avec ensuite toute cette finesse d'une petite proportion de Cabernet Sauvignon qui est là pour aider un petit peu l'ensemble. Il n'y a pratiquement pas de Cabernet Franc. Pour moi, c'est relativement unique. C'est un très bon millésime 98 à Pomerol. Il y a eu toute une série de très, très bons vins en 98. Ce sont des vins très, très chics, je trouve. Et surtout, à leur âge, maintenant, ils ont atteint leur maturité, on peut le dire ainsi, je pense. Oui. Hein, c'est ça. Ils sont à à point, là, c'est ça, oui. À point, oui. Oui, tout à fait, c'est à boire. Très grand millésime de rive droite. Hein. Oui, c'est ça, Oui. absolument, oui. Permettez-moi de vous féliciter, enfin, les personnes qui sont dans les coulisses et qui préparent les vins et qui les servent. C'est une performance, c'est Oui. extraordinaire. Bravo. Très belle Bravo, température. Bravo. oui. C'est extra. Bravo. C'est à point, c'est un régal. Bravo. Non, les vins sont tous servis à température idéale. Tout à fait. Et chacun sait que le plus grand vin du monde peut être complètement massacré s'il est servi à mauvaise Absolument. température. Absolument. Exactement. Tout à fait. Non, nous avons une équipe de Laissez- sommeliers. Laissez ce vin respirer, laissez-le s'aérer. Il sera absolument sublime dans 10 minutes. On On sera peut peut-être attendre. parti. Vous avez, alors, non, ce que je me permets de dire, vous avez ce côté violette qui est très présent, hein, le côté violette en arôme. Hein. Il n'est pas d'une structure massive du tout, c'est le contraire. Il est très, fluide un petit peu. Hein. Non, mais c'est bien. Ah oui, la violette arrive là. Vous avez deux grands maîtres qui sont à côté de moi. Là. Profitez-en, profitez de leur présence pour poser toutes les questions que vous voulez. là. C'est le temps vraiment d'y aller. Madame. Oh, pardon, vas-y. Merci. J'ai une question pour François. François, nous au Québec, évidemment, on se trouve hyper privilégié d'avoir accès à vos vins. Et évidemment, je vais faire une petite plug ici, là, mais c'est beaucoup grâce à la SAQ qu'on a la chance de déguster vos vins. On a toujours une petite crainte avec l'Inde ou avec la Chine. Expliquez-nous, l'Asie. Même pour nous, là, c'est gros. Là. Il y a beaucoup de gens là-bas. Vous avez peu de vin. Et s'ils nous volent nos vins, nous, on est un peu... Explique-nous comment ça se passe, s'il te plaît, dans la vraie vie, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas, on va être... on a eu je dirais, un gros coup de fièvre il y a quelques années avec la Chine, hein, ce qui nous a montré ce que ça pouvait être, c'est-à-dire une demande très forte sur nos crus. Je parle de nos crus en général, hein, les grands crus de Bordeaux. On a vu quelques années après ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a vu d'abord à la campagne 2010, quand les prix du millésime est sorti encore plus cher que les 2009, cette grosse inflation de prix était due à la demande chinoise, qui ensuite, entre-temps, s'est avérée une sorte de bulle,
puisqu'on sait très bien qu'il y a certains vins qui ont vendu énormément là-bas et que l'on retrouve encore sur le marché à des prix 20 ou 30% moins chers qu'à l'époque. Nous, on a toujours été très prudents, c'est peut-être notre sens paysan que nous ont appris nos pères et notre grand-père, enfin c'est plutôt familial chez nous, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Moi, en tant que distributeur de certains, enfin l'un des distributeurs, j'ai toujours fait attention, notamment à la Chine, j'y vais souvent, au Hong Kong, et j'ai toujours essayé d'être très équilibré dans mes marchés, ne pas du tout avoir toujours les mêmes proportions, que ce soit en Asie, en Europe aussi, parce qu'il ne faut pas oublier l'Europe qui est là, et les Amériques. Donc ça, c'est une règle qu'on s'est donnée. Et après, il y a le côté fidèle. Bon, moi, je viens depuis des années au Québec, et jusqu'à présent, vous nous avez toujours été fidèles. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Ils savent se faire aimer, ces gens-là, quand même. Hein? C'est incroyable. Ah oui. Non, mais je me souviens quand même, j'ai eu ça quand j'ai débuté un petit peu là dans le métier. La première fois que j'étais voir donc un acheteur de la SAQ, je parle de ça il y a 25 ans, hein, et cet acheteur me disait, oui, on a un peu de vieux sertents, mais on a du mal à le vendre. Il y a d'autres de vos voisins qui se vendent mieux, c'est difficile, j'ai pas trop la demande. Et là, j'ai commencé à amener Alexandre ici, quelques années, et je dois remercier aussi la presse québécoise qui nous a beaucoup aidés. Hein, et je sais qu'ici, on en a quelques piliers, dont ici, Michel est ici présent, qui ont beaucoup aidé à faire la promotion de nos vins ici. Je fais que comme Alexandre, je serai modeste. Non, mais Michel est un grand amateur de Bordeaux, de vrai Bordeaux, et c'est-à-dire enfin de crus qui respectent leur terroir et qui ne vont pas forcément dans le sens de la mode. Et je sais que mon palais est très respectueux pour ça, quoi. Non, mais en fait, je pense que c'est vrai qu'au Québec, je le vois bien, je le constate. D'ailleurs, je vous le disais lorsqu'on était dans les coulisses, là. À Montréal Passion Vin, c'est certain que les grands vins de Bordeaux, c'était une fenêtre importante. Hein. C'est toujours les gens aiment les vins de Bordeaux, aiment les Bordelais. Il y a une affinité. Ce n'est pas au détriment des autres, bien sûr, mais c'est là qu'il y a une sympathie naturelle, si vous voulez, pour les vins de Bordeaux qui sont très appréciés chez nous. Ça, c'est clair, oui, c'est clair. Il n'y a qu'à voir le succès que la SAQ remporte avec ses ventes en primeur, par exemple, etc., ces opérations ciblées, si vous voulez, avec les vins de Bordeaux. C'est toujours des grands succès, donc c'est certain. Et je connais beaucoup d'amateurs qui ont des caves de Bordeaux à faire rêver, vraiment, c'est vrai. Ah oui, ici, on a eu j'ai eu de très bons exemples dans la campagne près d'un lac, où oui. endroit que tout le monde connaît, où on a eu de très très belles soirées. Bon. C'est agréable, François. On va être jaloux, là. Bon. Allez, bon, madame, allez-y. Oui. Nous sommes très observés, hein, vous avez vu? Oui, je remarque. Non, nous crachons beaucoup, mais je me souviens qu'un jour sur l'estrade avec Pierre Lurton, et c'était très amusant, il fait une remarque, il m'a dit oui, moi je suis le qui crache le plus de cheval blanc au monde, mais je prendrai à côté de moi celui qui crache le plus de lepin au monde. Bon. Alors, mais c'est vrai aussi. Non, ce qui me fait quand le vin est vraiment bon, que je ne peux pas résister, je le bois, oui, avec plaisir. Mais seulement, il faut que je reste avec un propos relativement cohérent. Et c'est pour ça que je reste sage. C'est bien. Est-ce que ça répond à votre question? Regardez, je n'ai pas hésité à goûter, à boire ce 2005. Monsieur, allez-y. Pour répondre à madame, un jour, je suis en Bourgogne
Tout à fait. Oui. C'est pas faux. C'était le commentaire éditorial du jour. Très bien. D'autres commentaires? Oui, allez-y. Je voulais savoir quelle était votre opinion au sujet suivant. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que les vins, en vieillissant, le terroir a tendance à sortir et disons que les excès qui ont pu se faire au niveau de la vinification tendent à s'amenuiser par rapport au terroir qui finit toujours par sortir quand le vin vieillit. Je ne sais pas si vous avez la même observation. Oui, je partage votre avis, c'est une réalité. Le vieillissement gomme beaucoup d'excès, effectivement. Ceci dit, il faut que la matière première, dès le départ, soit bonne. Hein. On ne fait pas de vin vieillissant, de vieux vin, avec une qualité faible en première année. Il n'y a pas de miracle, c'est ça que je veux dire. Hein. Et vous avez raison, le vieillissement du vin en bouteille participe à la bonification. Tout à fait, c'est un plus. Oui, puis c'est vrai. Je ne sais pas si, pardon. Non, c'est vrai, parce qu'on pourrait le dire de la façon suivante aussi, c'est que le vin jeune, évidemment, s'exprime beaucoup par le fruit, finalement. Et ce fruit, en se dissipant, laisse place ensuite à la sève réelle du vin, au fond. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le... Tout à fait. Ça dure 4-5 ans. Hein. Le fruit disparaît au bout de 4-5 ans. Et les tanins prennent le devant, prennent le dessus. Si ce sont des tanins mûrs, tout ira bien. Si ce sont des tanins végétaux et herbacés, aussitôt, ça cale et ça ne va pas plus loin, quoi. C'est ça le problème. Mais l'objectif, tout le challenge, tout le pari du viticulteur, c'est de ramasser des raisins mûrs, et de plus en plus. Les raisins mûrs, c'est la clé. Et malgré la météo. Alors là aussi, un paramètre, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, la bonification des vins à venir, avec la prochaine génération, est aussi beaucoup aidée par la précision des prévisions météorologiques. Quand j'ai commencé, la précision était valable, était juste sur maximum 24-48 heures maximum. Aujourd'hui, les prévisions météo sont sûres à 4 jours. Et ça fait un bond fou sur la qualité des vins. Parce qu'on peut à ce moment-là anticiper. L'anticipation est importante. C'est un autre aspect où la technologie vous aide, finalement. Absolument. Et le réchauffement climatique, aujourd'hui, nous aide beaucoup, mais il faut qu'il s'arrête là, et pas qu'il n'aille pas plus loin. On a changé de gouvernement, là, ça peut déjà aider un peu. Oui. 2 jours et demi. Et nous, pas encore. Hein. Pas encore, non. C'est vrai, oui, nous, pas encore, non. On ne va pas parler de sujets qui fâchent. Quand même. Bon, soyons sérieux. Oui, monsieur. Alors, oui. Il y a de multiples parades. Hein. C'est de changer le cépage, par exemple, ou même d'améliorer au niveau du porte-greffe déjà. Avoir des porte-greffes plus plongeants, qui vont plus loin dans le sol, qui donc résistent mieux à la sécheresse. C'est la question que vous vouliez poser. Quelles sont les parades contre le réchauffement climatique? Et aussi d'orienter, éventuellement, si ce n'est pas le porte-greffe, aller plus loin sur le cépage lui-même. Il y a des études qui sont en cours, et Dieu sait si elles sont très, très approfondies, sur les mutations possibles par rapport au réchauffement climatique. C'est extrêmement préoccupant, cette histoire, si je peux me permettre d'aller un peu loin. Par exemple, en juillet 2015, j'avais des parcelles de vignes qui étaient prêtes à crever. Elles étaient exsangues, prêtes à crever. Il nous est interdit d'arroser le vignoble, pour des vignes à production de qualité, comme celle-ci. Si je peux arroser les vignes, quel que soit leur âge, mais alors je suis aussitôt dégradé en fin de table. C'est pas. Mais physiquement, je n'ai pas la possibilité d'arroser, puisqu'il faut que je perce un trou à 70 mètres de profondeur pour attraper la nappe. Ceci dit, c'est interdit d'y aller. Donc voilà, nous sommes coincés par cela. Mais il faut quand même relativiser les choses. Ça ne va pas si vite que ça. Un 2009, par exemple, n'aurait pas été possible grâce à cette chaleur. Un 2010 ou un 2005 sont issus d'étés extrêmement chauds qu'on ne voyait pas auparavant. Voilà, il faut mesurer les choses, il faut être un petit peu... Mais vous sentez malgré tout que peu à peu, oui, l'effet se fait sentir de plus en plus, de plus en plus menaçant, finalement, oui. surtout devant l'inconnu, en réalité. Absolument. Et le paramètre essentiel qui nous permet de jauger le réchauffement climatique, c'est les degrés. Quand mon père vinifiait, quand j'ai pris les rênes à Vieux-Sertan, un bon Cabernet Franc pesait en alcool, faisait 11,8, 12 maximum. Et maintenant, il fait, 14,5, quoi. 14,3.
Un Merlot de 1985. Rappelez-vous, en 82, nos aînés ont chaptalisé. Oui. Ah oui, oui. Et oui, on rajoutait du sucre dans le vin. Parce que les Cabernets Francs étaient à 11, allez, un petit 18, 11. Et pourtant, 82, c'était pas médiocre comme millésime. Hein? Absolument. Mais par contre, là, les millésimes étaient étirés. Hein, les rendements étaient bien plus importants. Oui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le réchauffement climatique, oui, c'est un fait, mais dans nos méthodes de travail, le fait d'éclaircir, c'est-à-dire de réduire le volume, accroît le truc, le fait d'effeuiller aussi, de monter le feuillage et d'enlever les feuilles, de laisser le soleil pénétrer dans les grappes, participe à l'élévation du degré. Hein, c'est important. La lutte contre l'araignée rouge, par exemple, qui était le cauchemar de nos parents, l'araignée rouge, cette petite bestiole qui attaque les feuilles et qui réduit donc la photosynthèse. Cette araignée rouge maintenant n'est plus traitée du tout, mais tout simplement parce qu'on a réintroduit des prédateurs de cette araignée rouge qui s'appellent les typhlodromes. Et ces typhlodromes se nourrissent au printemps avec les cloques. Vous savez, vous avez des cloques d'érinose, des petites cloques, c'est pas très beau comme ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La vigne est malade? Pas du tout, on les laisse, au contraire, pour que les typhlodromes puissent se nourrir avant d'attaquer les araignées rouges qui n'ont pas encore éclos. Tout ça, c'est de l'équilibre réintroduit et donc plus du tout d'utilisation de fameux insecticides. Voilà, ce sont des méthodes induites. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Rapidement, ici à votre droite. Oui, oui. Bonjour, merci d'être là ce soir. Des vins absolument magnifiques. 2009 et Merci. 98 sont fantastiques. Merci. Vous parliez justement de traitement sur les vignes. Un tout petit domaine, 14 hectares. Est-ce que je ne suis pas certain d'avoir compris si vous faisiez biodynamie par exemple? Non, pas encore. Mais je suis en lutte raisonnée et raisonnable. On traite le moins possible, évidemment, mais on est obligé de traiter. Pourquoi? Parce que nous sommes en viticulture, en monoculture depuis des siècles, depuis les Romains, et qu'il y a des maladies spécifiques qui sont induites par le fait que nous sommes en monoculture depuis des siècles. Et toutes ces maladies, en général, je ne vais pas être trop polémique encore ce soir, mais ce sont des maladies qui nous viennent des Amériques. Hein, le mildiou, l'oïdium, le black rot, tout ça, c'est pas de chez nous. Mais bon, il faut lutter contre. Donc, alors, d'une façon tout à fait précise, hein, tout à fait réelle et tangible, palpable, un vignoble, une parcelle qui est indivise, par exemple, à la suite d'un héritage, et que les héritiers ou les collatéraux ne veulent pas travailler, eh bien, cette vigne n'a plus de feuilles en juin, parce qu'elle n'est pas traitée, tout simplement. Ça, c'est caractéristique. Je suis désolé, mais on est obligé de traiter. Est-ce que vous avez fait des tests? Vous regardez vers la biodynamie ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est quelque chose de complètement exclu? Pas du tout, au contraire, c'est inclus, j'espère qu'on pourra y passer. Mais il y a biodynamie et biodynamie. De faire des incantations à la lune et avec une chandelle, c'est pas mon truc. Faire des... Et c'est... Par contre, respecter le végétal, faire en sorte de privilégier la transmission du patrimoine, qui est très important, et ne pas créer un désert comme ça. J'ai récupéré le vignoble qui était un véritable désert, mais de réintroduire un certain équilibre écologique en écosystème, avec le moins possible de traitement, oui, effectivement, c'est un but. Merci. Mais il n'y a pas de mérite, si vous voulez, à faire de l'écologie et des méthodes dites douces quand tout va bien, hein, quand vous avez un 2009 ou un 2010. Par contre, rappelez-vous, beaucoup de mes interlocuteurs ou confrères bio ont tous sorti leurs cartouches chimiques pour lutter contre le mildiou en 2008. Mais ça, vous le dites, c'est 2007, on ne vous le dit pas trop non plus. Oui, c'est ça. Bien. Voilà qui met un terme à cette rencontre formidable. Je crois que vous avez eu droit en matière de pommade à une classe de maître, vraiment. Tout à fait. Trop aimable. Tout à fait. Merci. Je pense que vous allez être d'accord avec moi que nous avons eu une dégustation d'exception et surtout une journée d'exception. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour François, Alexandre et Michel Faneuf. Merci. Merci. Bravo, les gars. Donc, j'aimerais aussi remercier
sans EGR, cette année, nous n'aurions pas eu l'occasion d'avoir ces vins. Donc, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour EGR, notre commanditaire principal. Merci. Et aussi, nous avons des vins exceptionnels, mais de temps en temps, nous avons besoin de nous hydrater et on n'en parle pas souvent, mais Esca, qui est un commanditaire très, très important. Donc, une bonne main d'applaudissements pour Esca. Merci. J'ai quelque chose à vous dire avant de partir parce que là, vous allez pouvoir parler tout le monde ensemble, prendre un petit peu de temps parce que c'est vendredi soir, mais sachez que demain, parce que c'est l'Halloween demain, hein, c'est ça. Donc, ça débute à 18h45. Donc, au lieu de 18h, c'est 18h45 et la soirée débute à 20h. Et j'ai quelque chose d'autre aussi qui me tient très, très, très à cœur, hein, parce qu'il y a des bénévoles qui travaillent dans l'ombre et il y a des gens qui ont travaillé sur le design de Montréal Passion Vin, sur tout ce qu'on voit, paroles de vignerons et tout et tout. J'aimerais, les gens de Sidley, s'il vous plaît, de vous lever. Puis on a, ouais, bravo, on a besoin de, les filles, merci. Flore, vous avez travaillé tellement fort, puis vous allez être d'accord avec moi que c'est très, très beau. Donc, merci beaucoup, les filles. Vous êtes exceptionnelles, exceptionnelles. Donc, sur ce, une dernière grande applaudissement pour les gens de Vieux-Château-Certan. Écoute, c'était exceptionnel. Merci beaucoup. Nous sommes privilégiés d'avoir ça. On se revoit demain. Bonne fin de soirée. Vous êtes généreux. Vous êtes généreux. On échange.